Alors, bonjour Michel. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire une interview concernant ton travail. C'est pour la thèse, c'est pour ma thèse en fait, qui interroge les artistes qui travaillent soit autour du bio-art ou soit autour de la question du numérique. Donc je vais te poser une série de questions et ben, libre à toi de, de répondre et de compléter s'il y a des choses que je ne t'ai pas demandé. Donc voilà, on va commencer par la première question. Pouvez-vous en quelques mots vous définir artistiquement? Euh, Pratiquement, donc je me définis avant tout comme un designer et un sculpteur métal. Donc cela est dû à ma formation initiale. Donc j'ai une formation euh, en, en sculpture métal, décor architectural, sculpture métal, à l'École nationale supérieure appliquée des métiers d'art. Donc, avec cette formation, on est amené à faire de la conception et de la fabrication d'objets au un centre d'espace avec le médium qui est le métal. Donc, le métal et ses dérivés. Donc, je vais me définir en tant qu'artiste, hein, donc designer et artiste, puisque je développe un travail de création qui n'utilise pas uniquement le métal, mais bon, nécessaire à la fabrication d'un projet. Donc artiste, différents médiums. Peux-tu nous en dire plus sur ce que tu fais actuellement? Enfin, mon terrain d'exploration, bon, c'est essentiellement, on va dire, la nature. Hein. La nature, donc non seulement au niveau des formes, des couleurs, mais aussi la manière dont la nature s'organise, la manière dont les éléments poussent, grandissent, enfin, l'écosystème. Donc je m'intéresse beaucoup à l'écosystème de la nature. Et cela m'inspire non seulement pour la création de mes objets, mais sur la démarche de création. Alors, peux-tu être plus précis? Donc concernant enfin, le processus je dirais, d'émergence des formes, l'interaction qu'il y a entre les différents éléments de la nature, fait que les éléments s'organisent, on va dire, de manière naturelle, mais de manière équilibrée, et ce qui en résulte euh, dans un espace, un écosystème, un espace de vie, à la fois pour les plantes et pour les animaux. Donc un équilibre qui se crée Tu parles de l'équilibre qui est dans la nature dans la nature. et que tu retransposes dans tes œuvres. Enfin, j'essaie par mimétisme, essayer de comprendre le processus de création de la nature, comment les éléments s'équilibrent, comment les éléments interagissent entre eux, puisque les éléments ne sont pas indépendants, mais sont intimement liés. Et dans mon processus de création, j'essaie de retrouver, on va dire, ce processus-là. C'est-à-dire que tous les éléments, les lignes, les formes, etc., doivent s'équilibrer jusqu'à trouver un juste milieu où les choses semblent, je ne vais pas semblent justes, hein, mais semblent fonctionner ensemble. D'accord. Peut-on parler de biomimétisme? Oui, je pense qu'on peut parler de biomimétisme. Biomimétisme, puisque bon, on en fait partie de la nature, et je pense que en allant dans cette voie, euh, maintenant, intuitif, c'est retrouver la manière dont bon, on a été fabriqué, on a été fait, etc. Donc, la manière dont on interagit avec le monde, on interagit intellectuellement, physiquement avec le monde extérieur, les autres.
Et dans le biomimétisme, on parle souvent de ce que tu décrivais juste avant, comment la nature est organisée, telle fonction. Toi qui es designer, comment peux-tu reprendre des fonctions, par exemple, là je vais revenir à une œuvre qui est un peu connue, c'est les hexapodes, et donc l'inspiration des crabes ou des... Des crabes, on va dire les animaux qui marchent, les animaux qui doivent se déplacer avec des pattes, des pieds, et donc comprendre le phénomène de progression, comment ils progressent, comment ils se déplacent, et puis tenter de le reproduire. De leur produire donc, dans les formes et puis non seulement dans les formes mais aussi dans la gestuelle. Puisque morphologiquement, en fonction des espèces, la démarche crée un mouvement dans l'espace. On pourra appeler ça des danses. Chaque individu, suivant sa morphologie, chaque espèce aura une démarche particulière. Ce qui m'intéresse, c'est comment ces mouvements-là, en dehors de la fonction qui est de pouvoir se déplacer, va créer un mouvement dans l'espace. On va essayer de le chorégraphier. Donc c'est en dehors de la fonction, c'est ce que tu m'as dit. Comment c'est le mouvement, la beauté du mouvement, c'est ça? La beauté du mouvement, ouais. Enfin, on va dire la chorégraphie, puisque si on va vers la danse, la danse c'est un déplacement du corps, des gestes maîtrisés dans l'espace pour créer quelque chose qui a un sens. D'accord. Et lorsqu'on marche pour pouvoir se déplacer. Donc je fais la relation entre et même d'autres manières de marcher. Donc chaque individu se doit conduire, on adopte une démarche, une sorte de danse. Pour se singulariser, etc. Donc, ce qui fait au-delà de la fonction, la marche devient une sorte de danse. Et chacun peut reconnaître chaque individu à sa démarche. D'accord. Alors, on va en revenir aux questions. Quel est votre parcours, votre formation artistique? Tu l'as déjà dit un peu, mais peux-tu être plus précis, plus en détail? Donc mon parcours, j'ai un parcours, on va dire plutôt technique, puisque j'ai une première formation d'installateur sanitaire et thermique, donc tout ce qui concerne l'installation de chauffe-eau, de tout ce qui est sanitaire pour le domestique. Et après, j'ai une formation de technicien en bâtiment et travaux publics. Donc tout ce qui concerne le suivi de chantier pour la construction de maisons ou de voiries ou réseaux divers. Voilà. Donc ça c'est ma première formation. Après j'ai fait 2 ans à l'école d'art de la Martinique, qui a été la base de ma formation artistique. Et après je suis parti faire une formation de diplôme des métiers d'art, en décorateur architectural, spécialité métal, avec une option bijoux. Donc ça a permis d'étudier la fabrication de petits objets, de la bijouterie jusqu'à une sculpture monumentale. Donc, bien connaître ce matériau, à la fois sur le plan technique et les possibilités esthétiques que cela peut donner, et puis comment il se marie avec les autres matériaux, etc. Donc, à la suite de ça, je suis à l'école d'art de la Martinique en tant qu'enseignant, où j'ai commencé
à développer un travail artistique qui prend ancrage dans l'histoire. Hein. J'ai réalisé la série Entrave, qui prenant comme point de départ la période de la traite de l'esclavage. Hein. Voilà. Donc j'ai pris un élément important de cette période-là, qui est en métal, qui est l'entrave, qui entravait le déplacement des esclaves lorsqu'ils essayaient de s'échapper, de s'évader. Donc ils étaient retenus, bloqués dans la nature épaisse, on va dire, de la Caraïbe. Voilà. Donc ces objets empêchaient les esclaves de s'enfuir. De s'enfuir. Donc de par leur fonction, donc c'était une sorte de couille avec des barres, avec des crochets au bout, qu'une fois qu'on se déplace, ça peut s'accrocher à tous les éléments végétaux qui sont dans la nature. Donc c'est un moyen de retenir, de rendre encore plus captif si jamais il essaye de se libérer. Donc là, c'est ta première série d'objets. Ouais. Un prêtre rentré comme enseignant à l'école d'art, ou un peu avant. C'est juste après. C'est juste après. Je commence à réfléchir. C'est la formation où j'ai des objets plutôt techniques, des luminaires ou d'autres objets. Et puis j'avais commencé aussi à me théoriser sur la question de la cybernétique. Donc l'œuvre de Nicolas Chauffeur m'avait intéressé avec le rapport de l'art et la science. Je m'intéresse à les mathématiques et la science, l'art et la science. Je commence à m'appuyer des technologies, on va dire. Nicolas Schoeffer, comment ça s'écrit comment? S-H? Je te dis comment ça s'écrit. Donc tu t'interroges à ce moment-là aussi à la cybernétique, tu m'as dit. À la relation avec la science et l'art. La relation entre l'art et la science avec un artiste qui s'appelle Nicolas Schoeffer. Tu peux dire le Ouais, je vais l'arrêter. Là, et puis il y a l'art de cybernétique qui m'intéressait, parce que ça utilisait des formes géométriques, des mathématiques. Enfin, le rapport entre les mathématiques et l'art m'intéressait beaucoup. Je pense que c'est peut-être dû à ma formation technique. Hein. Et qu'est-ce que tu as retenu par exemple, de cet artiste Nicolas Schoeffer? Enfin, ce que j'ai retenu, c'est la manière dont il considère la création artistique. Hein. Donc, indépendamment des autres techniques de la peinture, de la sculpture, etc., qui bien entendu avant tout, c'est une technique qu'on utilise, qu'on s'approprie pour pouvoir réaliser des formes, et lui, il pensait que la science, la technologie ne pourrait pas ne pourrait pas ne pas s'en approprier aussi pour pouvoir créer. Bien entendu, les artistes travaillent de manière individuelle en s'appropriant des techniques. Et là, il voit la nécessité pour les artistes de travailler avec des ingénieurs de façon à pouvoir s'approprier ces techniques-là. Donc, travailler en collaboration avec des techniciens de l'informatique, de l'ingénierie pour pouvoir concevoir des œuvres. Mais qu'est-ce qu'il fait, Nicolas Schoeffer, en particulier? Donc, il fabrique des sculptures interactives qui interagissent avec l'environnement. Des sculptures en métal, avec des moteurs, des miroirs qui renvoient, on va dire, l'environnement. Et puis il avait aussi créé, je crois avec une danseuse, une chorégraphie où il mettait en interaction une œuvre cybernétique avec une danseuse. Ok.
Merci. Donc, ce qui t'a intéressé, ben, c'est marrant parce que tu parlais de mouvement, de beauté du mouvement avec les hexapodes ou d'une manière générale quand tu t'interroges sur le concept de biomimécrie. Et là, de nouveau, tu parles de choses qui t'inspirent aussi, c'est la dimension chorégraphique entre une œuvre et une danseuse. Donc, tu as poursuivi, toi-même, tu as fait des œuvres dans ce sens-là ou... Oui, quand j'étais étudiant, bon, j'ai commencé à faire des œuvres, c'était des types de robots, hein, c'était des tripodes, des tripodes euh, qui se déplaçaient par un mouvement, on va dire, avec des petits moteurs, avec avec un contrepoids, donc ça faisait un effet comme on utilise maintenant pour le téléphone portable, hein, de vibration. Mhm. Et des pattes montées sous des ressort faisaient que ça se déplaçait de manière aléatoire, puisque la dimension aléatoire m'intéressait aussi. Ça permettait on va dire, la sculpture, on va dire, de se déplacer dans l'espace, un mouvement aléatoire. Donc donc il n'y avait pas d'électronique, c'était comme des moteurs branchés sur une pile. Et le dernier test a été sur un moteur beaucoup plus gros, sur 220, mais qui était branché sur du courant. Donc, bon, c'était les premiers tests je dirais de sculpture qui prennent en compte la technologie et le mouvement. Donc l'aléatoire m'intéressait, le mouvement m'intéressait et aussi l'utilisation de la technologie pour faire de la sculpture. Tu peux situer ça, tu as dit que tu avais fait ça quand tu étais étudiant, alors tu étais étudiant à l'ANSAD, à l'école. L'ENSAM, NSAAM, NSAAM, École nationale supérieure appliquée des méthodes AA, 2A. NSAAN. M. MA. Ok. Donc l'ANSAMA, École d'accord. nationale supérieure des appliquées des métiers d'art. Les métiers d'art. Paris, Olivier de Serre. Deux R, je suppose. D'accord. Très intéressant. Donc là, tu passes d'œuvre en mouvement, en fait. Mhm. Hein, et tu parles aussi de l'aléatoire. Alors, cette question est intéressante. Peux-tu nous développer un petit peu sur ça? Enfin, qu'est-ce qui t'intéressait sur la notion d'aléatoire? Donc l'aléatoire m'intéressait pourquoi? Parce que toujours on passe à la nature, donc je me posais la question sur deux choses, qu'est-ce qui était déterminant dans le processus, on va dire, d'évolution d'une espèce, etc. Et qu'est-ce qui était de l'aléatoire. Donc, ce qui est déterminant, on va dire, c'est son code génétique qui fait que bon, il va de telle espèce, il va se développer. Et en fonction de son environnement, je dirais à ce moment-là, il va avoir tel caractère, soit il va résister plus ou moins ou pas à la nature. Donc l'accident de la vie fait que bon, un arbre, une plante, etc., un individu ne soit pas pareil sur son environnement. Donc c'est ce que je commence à parler à l'aléatoire, mais qui est plus peut-être l'interaction avec, que je comprends maintenant plutôt comme l'interaction avec son milieu, qui va définir, on va dire, l'évolution de l'espèce. D'accord. Donc là, tu es dans les théories de Darwin, tout ça? Plus ou moins, c'est entre déterminisme et aléatoire, c'est ça? Ouais. Ok. Et donc, oui. Finalement, c'est pas que le concept de l'aléatoire, c'est qu'est-ce qui est déterminé, qu'est-ce qui n'est pas, ou alors est-ce que on peut, ou est-ce que tu vas plus loin dans la réflexion sur la dimension aléatoire des choses en fait? Parce que là, on est plus dans la définition. Oui, donc, au niveau de l'aléatoire, donc il y a dans le définition de quelque chose qu'on a programmé, qu'on a défini, où on sait déjà
qu'est-ce que ça va donner. Voilà, ok. Et l'aléatoire, ça veut dire que tout ce qui est de l'ordre de l'inattendu, de ce qu'on ne peut pas prévoir, qui échappe, on va dire, au contrôle, puisque l'humain a cette volonté de pouvoir tout contrôler. Et, au niveau du processus, mais ce qui m'intéresse dans l'aléatoire, c'est réaliser des œuvres où quelque part une part de l'œuvre échappe au créateur. C'est-à-dire qu'il fait de l'homme de l'air, l'œuvre va devenir, et c'est une évolution dans le temps. Donc, ça veut dire que quelque part, permettre à des œuvres, même si on peut prédéfinir un certain nombre de choses, mais qu'il y a quelque chose qui échappe à l'artiste dans ce qu'il a envisagé. Tu parles en filigrane aléatoire, tu parles d'évolution, tu parles de biomimicrie, etc. Mais donc, en filigrane, tu parles du vivant finalement, tu parles d'écosystème. Oui. Ouais. Donc cette notion du vivant, elle t'intéresse. Bon, comment l'aperçois-tu en fait? Comment je pense à la question du vivant? Dans tes œuvres, hein, ouais. Donc, au-delà de la forme, ce qui m'intéresse du vivant, c'est concevoir des œuvres où on est amené à se poser la question de la vie de l'œuvre, c'est-à-dire que est-ce qu'il est vivant ou pas, c'est-à-dire que la manière dont on interagit avec quelque chose est vivant pour nous, la manière où on considère qu'il a, on dit qu'il a une âme, qu'il est la même de penser, de reconnaître son environnement, de reconnaître l'autre, etc. Et faire des œuvres, on va dire, qui interagissent avec l'environnement, c'est-à-dire quelque part, on va l'attribuer, bon, là, si on parle d'œuvres intelligentes, maintenant on parle d'œuvres intelligentes, donc quelque chose qu'on pourra considérer comme étant au-delà de son aspect fonctionnel ou de son aspect, on va dire, esthétique, hein, on pourra dire qu'il vit. C'est-à-dire que je pense la question de la définition de la vie dans l'œuvre, puisque depuis on va dire qu'on connaît la création des œuvres des artistes, hein, donc je sais qu'ils ont toujours essayé de traduire soit dans la posture, soit dans le mouvement, soit dans traduire la vie. On dit qu'une vie, une sculpture vie, c'est que même si les fichiers dans le temps, mais dans les sculptures de Michel-Ange, en observant attentivement tous les détails, on va dire, de la sculpture, on finit par penser, par dire que l'homme est vivant, parce qu'on retrouve tous les éléments d'un geste de l'homme à un moment figé, où on pourrait dire que que l'homme est vivant. Donc, et cette question, et c'est ceux qui ont le fascinant, c'est qu'à un moment donné, on dit qu'il est vivant. C'est-à-dire qu'il traduit de manière assez juste l'intention de l'artiste, au-delà de la matière, de la forme, de la temporelle. Au-delà de ce que l'œuvre représente de manière tangible, hein, de la peinture, de la sculpture, du marbre, etc. Quelque part, au-delà de ça, on va dire que l'œuvre vit. Mais dans le cas de Michel-Ange, par exemple, on parle de sculpture, c'est fixe, etc. Donc on est dans une représentation. On est dans une représentation du vivant, et qui c'est la manière dont les formes ont été agencées, que les détails, on va dire, va traduire, on va dire, la vie. C'est une traduction, on va dire. C'est ça. Mais là, je suppose qu'en faisant des robots, dans tes créations, est-ce que là tu es dans la représentation aussi ou plutôt dans la simulation? Parce que je suis plutôt dans la simulation. Parce que la représentation, on va dire, on est quelque chose qui est peut-être un peu figé. Dans la simulation, toute la difficulté, c'est de pouvoir être
suffisamment. Parce que par le vivant, c'est de quelque part, on l'assimile à. On va le comparer à soit un animal, soit un personnage, etc. Donc on va retrouver les caractéristiques de ceux qui traduisent que quelque chose vit. Donc on est dans la simulation. Et l'idée, c'est de créer, pas forcément de reproduire des êtres, etc., mais de créer de nouvelles espèces, enfin des sculptures, qui a toutes ces caractéristiques de ce qu'on pourrait dire de vivant. Voilà, créer de la sculpture, on va dire autonome, vivant. Rapidement, ce que l'on voit, la simulation, etc. Enfin, plus clairement, que penses-tu des automates? Les automates. Je pense à tout ce qui est au 18e, oui, enfin 17e et 18e siècle, les canards, les poupées, enfin tout ce qui bouge, quoi. Oui. Bon, enfin, je pense que tous les gens qui ont décidé de créer l'automate, je pense qu'ils étaient toujours dans cette logique de simuler au mieux, on va dire, le vivant, à partir de procédés mécaniques. Donc, soit pour du divertissement, ou bien soit pour c'est vraiment de la sculpture. Mais je pense qu'on est toujours dans la recherche de la création de quelque chose qui peut être vivant. Un peu comme l'idée de. Je n'en fais pas de l'expérience, mais l'idée de prendre de l'argile et de fabriquer un corps et de donner vie à partir de l'argile. Oui, le golem, ou etc. Tous ces. Merci. Réellement démarrage artistique, donc ça c'est une question compliquée. Bon, je dirais que je travaille sur le vivant et j'essaie de représenter, on va dire, mon espace, comme l'environnement immédiat, à travers des sculptures qui prend en compte à la fois l'histoire, et le paysage. On a des écosystèmes. Donc les médiums ils sont très variés, donc ça va avec tout, les nouvelles technologies, donc les éléments de programmation pour faire fonctionner les robots. Et puis tous les matériaux. Pour l'instant, j'utilise des matériaux, on va dire, des métalliques ou des plastiques, etc. Bon, l'idée, c'est d'arriver à trouver des matériaux assez légers qui permettent d'entrer dans la même logique de la nature étant économe, c'est-à-dire qu'il va utiliser le minimum de matériaux, il va consommer le minimum d'énergie. Donc le challenge, c'est de pouvoir créer des structures autonomes, mais qui utilisent le moins d'énergie possible. Et en partant de ce principe-là, ça me permet de trouver des matériaux, trouver des formes, trouver des astuces, et faire que tout cela soit cohérent sur le plan sculptural et fonctionnel. Donc ça reprend un peu le principe du design, qui est que, je n'ai plus le nom du designer, mais
le bon design, c'est un objet où la forme et la fonction, on va dire, ont été bien ajustées. Forme égale fonction. Fonction égale forme. Donc il y a une économie de moyens qui fait que la chose fonctionne. Et la beauté du design, c'est que ça remplit sa fonction. Et de là, la forme en découle naturellement. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, en comparant une activité humaine comme le design et en la comparant avec les modalités du vivant, comment la vie prend forme. Tu parlais de sélection, tu parlais de déterminisme, d'aléatoire. Donc c'est assez intéressant de voir ce rapport que tu fais avec, entre ces deux, enfin ces deux mondes qui sont quand même assez différents. On peut supposer qu'il y aurait la fonction du design qui copierait la nature alors. Oui, parce qu'en ce moment, depuis quelques temps, parce que c'est quelque chose que j'ai pas prédit, mais c'est quelque chose que je m'interrogeais depuis que j'étais étudiant, je commençais à poser la question concernant la nature. Et comme la nature étant, je ne dirais pas, mais la nature étant faisant les choses suffisamment bien qu'il est un peu dommage qu'on s'en écarte. Et depuis un certain temps, je veux qu'il y a le biodesign qui est revenu en force et que maintenant il y a une étude à tous les niveaux de la nature, que sur le plan médical, que sur le plan de la technologie, etc., de façon à comprendre comment fonctionne la nature, de façon à trouver de nouvelles techniques, de nouvelles procédés pour pouvoir améliorer les conditions de vie de l'homme. Sur le plan médical, sur le plan de la santé, sur le plan de l'habitat, sur le plan de la protection de la nature. Donc comment fonctionne la nature, comment la nature arrive à trouver des solutions, etc., à travers l'évolution des espèces, et comment arriver à apporter des solutions à l'homme. Bon, ça c'est quelque chose que j'avais, c'est pourquoi donc, j'ai toujours été parce que pour moi c'était là que les choses, quand je faisais le rapport entre l'ADN et les mathématiques et l'informatique, puisque la question était quel est l'élément, on va dire déterminant et commun à tout ça. Donc on a tout que l'ADN était l'élément commun au niveau de la génétique, au niveau des espèces, on arrive à déterminer. Et au niveau des mathématiques, c'était la forme binaire, le 1 et le 2, et à partir du 1 et le 2, on pouvait arriver à créer divers programmes, etc. Donc très tôt, j'ai commencé à me questionner sur l'accès d'informatique, à lire les cours sur l'informatique, comprendre l'ordinateur, comprendre comment ça fonctionne. Et maintenant, on voit que il y a d'un côté le développement de la technologie, il y a un gros développement au niveau de la programmation, et que c'est ce qui fait que maintenant, tout peut être connecté, tout peut être lié à travers ces outils-là. Donc, ça fait émerger d'autres problématiques, qui est la question de l'hyperconnectabilité des choses et le problème de soucis en cas de défaillance du système, parce que tout est connecté, tout est assemblé. Donc voilà, c'est des questions que je me pose. Voilà, donc toutes ces questions-là, plus j'avance dans la fabrication des objets, sur la création des objets, plus ça me... je dis pas que ça me fait pour l'avenir, parce que tout doit être connecté, etc. Donc ça veut dire que le jour où il y a une différence du système, tout arrête de fonctionner. Parce que tous les éléments utilisent, on va dire, les mêmes process, les mêmes techniques. Donc, d'accord. C'est la globalisation du monde.
D'accord. Donc on a parlé de médium, de démarche. Tu veux faire un point sur ta démarche ou pour toi c'est suffisant? Je pense qu'il y a quelque chose bien sûr. Alors, non, 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 pas forcément. Je, Tu as commencé en fait à faire ton parcours, en parlant de ton parcours, donc tu décris un peu ta démarche. Tu parles de biomimécrie, tu parles de biodesign, ça c'est très intéressant. Ce rapport entre science et art, enfin donc non, ça va. Alors, une autre question, c'est alors voilà, quelles sont vos problématiques? Avez-vous des référents artistiques et théoriques? Donc déjà, Bon, les questions artistiques. Enfin, bon, il y a le point de vue, bon, il y a Stéphane Chauffeur. Et puis, enfin, je peux le dire, au niveau de l'évolution du projet. mhm, Alors, à l'époque, il y avait tout l'art cinétique qui m'intéressait. L'art cinétique. Et puis, au niveau de la sculpture, donc, on appelle Giacometti. Giacometti, Houdin. Giacometti, pourquoi? Parce que c'est sa manière de la fois de dessiner et la manière dont il concevait ses sculptures. Donc, de par ce fouillis de traits, quand il dessinait, il y a pas une provision de traits, puis ce provision de traits qui ne sait pas émerger, on va dire, un portrait, un personnage, etc. Et dans ce sculpture, on retrouve à peu près ces mêmes process. Il y a aussi, comment ça s'appelle, Osman Sow, de la manière dont il concevait sa sculpture. Donc il partait de, et cela dit dû aussi à son parcours, enfin à son métier, mhm, où il partait du dedans et il allait vers l'extérieur. Donc il fabriquait une squelette et progressivement il arrivait à donner de la chair et finalement il finit par donner une peau. Et de façon comme ça donnait quelque chose d'assez particulier dans sa sculpture, à la différence, bon, on va dire, de la sculpture classique où on partait d'un bloc où on taillait jusqu'à arriver à s'arrêter à la forme juste de la sculpture. Bon, au niveau de la... Bon, pour les artistes contemporains, donc je n'ai pas d'affaires spécifiques, puisque je mène... Enfin, j'ai pas... mais c'est pas nécessaire, c'est pas j'ai pas... obligé. Ouais. Donc on a parlé de référents, et là on va parler de problématiques plutôt. Qu'est-ce qui... Bon, je suppose que la question du vivant, là, elle est assez proche. La question maintenant du design même. Ouais. Dans ton champ, on a parlé d'art, du champ artistique. Ou, déjà, est-ce que tu fais la différence entre le champ art et le champ design, ou finalement pour toi, c'est... Enfin, je fais pas la différence. Enfin, la différence simple qu'il peut y avoir, c'est la question de la fonction. Et la fonction. Sur le design, je pense que ça doit répondre à une fonction. C'est-à-dire que si on doit faire une table, c'est qu'on doit pouvoir jouer dessus. Si on doit faire une chaise, si on doit faire un espace, on doit pouvoir circuler dessus. C'est-à-dire que ça va répondre aux besoins, on va dire, d'un cahier des charges précis pour une utilisation. Mhm. Donc la différence s'arrête uniquement là. Après, la manière dont on va organiser les choses, puisqu'au-delà de la fonction, il y a l'atmosphère, il y a comment les gens doivent se ressentir dans l'espace. Tous ces éléments-là, même si c'est de l'esthétique, mais ça va participer quand même à la fonction. La sculpture, comme c'est des sculptures, on va dire, qui doivent bouger, qui doivent en mouvement, donc quelquefois ils empruntent, on va dire, une problématique du design, qui est la fonction.
Mais c'est, on va dire, l'organisation des éléments qui pratiquement va donner, on va dire, les choses. Donc, je ne fais pas vraiment de différence. De différence entre... Donc tu dis que les sculptures empruntent au design, tu fais de l'organisation de leurs éléments, et finalement à l'art, j'ai pas bien compris. Non, non, c'est que, en parlant, je constate que finalement, je ne fais pas de différence. C'est-à-dire, je ne fais pas vraiment de différence. Puisque, quand je pense à une sculpture, vous allez dire, je vais définir. Je dis, bon, lorsqu'on crée quelque chose, mais peu importe ce qu'on va faire, on a tout dépend une intention. Et on va mettre en place un protocole pour pouvoir fabriquer les choses. Donc, quelque part, on obéit quand même à un certain nombre de règles au départ, qui fait que les choses vont se placer, vont interagir et ça va finir par donner quelque chose. Et je ne trouve pas de frontière sauf que la frontière qu'on donne qui est par exemple dans le cas par exemple, c'est pas bon, on va dire d'une scénographie, d'une pièce de théâtre. Donc il y a un gros travail plastique qui va se faire, mais avant tout, c'est au service d'un texte, d'un récit. Donc là où on trouve le rapport solide, c'est la question du qu'est-ce qu'on doit dire, quel récit on doit dire. Donc, soit c'est un récit, soit c'est quelque chose qui est fonctionnel, soit c'est un récit. Donc on parle toujours d'un cahier des charges, même s'il n'est pas défini comme tel, au niveau de la création. Ok. Enfin, c'est que je cherche à mimer le vivant à travers des sculptures, on va dire. Ouais, c'est ceux qui motivent, hein. Donc peu importe ce que ça donne comme... Ok. Super. Je n'ai pas vraiment d'atelier. Mon atelier, ça va être plongé assez. L'atelier, c'est la faire de ma tête. Donc, je vais utiliser tous les moyens que j'ai. Bon, j'ai pas l'atelier physique. Bon, ça aurait été peut-être intéressant. Donc, bon, j'ai mon espace domestique, enfin, où j'habite. Mais c'est en gros d'atelier. Et comme je m'intéresse beaucoup aux techniques de l'impression 3D, qui me permet quand même de réduire l'espace d'atelier et de pouvoir concevoir par ordinateur un certain nombre de choses et pouvoir les imprimer. Donc ça me met, à défaut d'avoir un atelier physique où j'ai un certain nombre d'outils, j'essaie d'emprunter aux nouvelles technologies, une nouvelle manière de penser l'atelier. Donc, mettons, pour plein de raisons, des raisons financières, des raisons aussi d'espace et de nuisance sonore, donc je suis amené à penser autrement l'atelier de façon à correspondre aux nouvelles exigences, on va dire, actuelles. Hein. C'est-à-dire que ne pas faire trop de bruit, ne pas être polluant dans la nature. Je sais pas, j'ai commencé à mes études où je travaille beaucoup le métal, donc c'est un matériau qui est énergivore. C'est un matériau par exemple pour les traitements de couleur des matières, parce que j'ai fait un dossier sur les différentes patines de métal, etc. Et les produits que j'utilise sont des produits qui sont extrêmement nocifs pour la nature. Donc j'utilise cette tombée puisque bon, moi je privilégie plutôt l'écosystème que je cherche à faire des belles choses. Hein. Pour moi, c'est trouver la relation entre on va dire créer des œuvres, on va dire éco-conçues, qui ne soient pas énergivores et que dans leur fonctionnement, ils consomment le moins d'énergie. Donc voilà, donc la nouvelle atelier, c'est ça, c'est-à-dire que comment créer un atelier on va dire, qui respecte les normes de l'environnement et pouvoir. Mais au bout du compte, comment fais-tu pour créer donc tout ce que tu fais, parce que ça semble être souvent des choses
d'assez grande dimension. Donc là, je comprends bien qu'il y a une partie de conception et même de réalisation qui peut se faire dans ton atelier à la maison. Mais quand il s'agit de projets beaucoup plus importants, comment fais-tu? Oui, As-tu une collaboration avec oui, d'autres organismes? Bon, quand il s'agit on va dire, en termes de commandes, etc., ou de structures, on va dire, monumentaux, monumental. Monumental. Pour les commandes. À ce moment-là, je fais des locations d'ateliers pour pouvoir réaliser sur une période donnée. C'est une location, on peut dire? Ouais. Un atelier, par exemple, qui intègre, dans le cadre de l'école de M. Anissé, donc ce sont des espaces qui ont été loués pour la fabrication. Donc, je parle d'une commande qui nécessite, par exemple, on va dire un dispositif technique matériel important. À ce moment-là, à défaut d'atelier, c'est de pouvoir louer un espace pour un temps donné. Et ma création d'objets où à ce moment-là, donc suivant les choses à réaliser, soit je réalise en interne par l'impression ou bien soit je sous-traite des parties. Et même pour la fabrication d'objets sculpturaux, donc certains éléments sont fabriqués à l'atelier, d'autres éléments qui nécessitent beaucoup plus de technicité. À ce moment-là, je collabore avec d'autres entreprises. D'accord. Peux-tu parler justement de ces collaborations? Sont-elles sont-elles d'office financière ou est-ce qu'il y a une réelle collaboration, une coproduction, on va dire? Mais pour l'instant, il n'y a pas de coproduction, c'est vraiment du service. C'est à partir de plan donné, il faut réaliser telle partie. Les collaborations que j'ai eues pendant plus pour ma réalisation, donc je travaillais avec des électroniciens, des ingénieurs pour certaines parties technologiques qui nécessitent une meilleure maîtrise, on va dire, des process. Donc à ce moment-là, donc j'interagis en fonction des solutions qui m'ont proposées. Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore pu avoir après ça, travailler avec un laboratoire, etc., où il peut y avoir une vraie synergie, etc. C'est peut-être surtout avec le laboratoire. Et puis, où je pourrais vraiment travailler, à ce moment-là, démarrer avoir une autre approche du travail de création. D'accord. Mais pour le moment, ce qu'on peut dire en termes de collaboration réelle, c'est avec des techniciens, un technicien ou des techniciens en informatique ou en électronique. Oui. Est-ce qu'on peut dire que l'organisme qui emploie ces techniciens est aussi, ou alors ça se fait réellement d'homme à homme, entre guillemets? Ouais, ça fait d'homme à homme. Ce sont des connaissances personnelles qui permettent d'avancer sur des points ponctuels du projet. D'accord. Ok, parce que toi, tu m'as parlé à un moment donné que tes problématiques technologiques avaient intéressé donc ces techniciens, qui les avaient aussi intégrés dans la pédagogie. Ah oui. Donc, notre manière aussi d'apprendre le projet, c'est de pouvoir travailler avec des établissements scolaires pour deux raisons. D'une part, parce que ils ont des ressources techniques et technologiques. Et d'autre part, ça permet aussi à des étudiants, des élèves, de pouvoir aborder différemment leur métier en travaillant sur le travail de créature. Où on n'est pas simplement sur la fonction, la dimension technique du projet, mais on est au service d'une démarche artistique. Donc ça permet de ce que Stéphane, chauffeur a tenté de faire au début, c'est
permettre que maintenant que de manière plus naturelle que des techniciens puissent collaborer avec des artistes. Mhm. Donc il y a ce double enjeu-là, permettre à des jeunes de connaître un autre aspect de la création, qui est de créer des œuvres qui utilisent les nouvelles technologies, en même temps apporter leur contribution sur des projets artistiques. Ok. Merci. Alors, Michel, que défendez-vous dans votre travail? En fait, quelle vision du monde avez-vous? J'ai entendu quand vous parlez que votre atelier, par exemple, doit être écologique finalement. Donc, qu'est-ce que vous défendez dans votre travail, dans vos productions et vous en tant que créateur? En gros, c'est de retrouver, on va dire, retrouver, c'est de la nature. C'est de, comme bon, nous faisons partie de la nature, donc ça veut dire que si nous protégeons la nature, c'est que comme nous protégeons nous-mêmes. Donc, on va les retrouver, on va dire, ça peut être, c'est assez perdu, mais essayer d'être en harmonie avec la nature. La nature de façon à ce que l'espèce humaine puisse continuer au-delà de trouver un équilibre. Un équilibre. C'est-à-dire qu'on habite de la planète Terre, donc c'est comment interagir avec l'environnement de manière écologique, pour que la nature puisse trouver son équilibre, en même temps à l'homme de trouver son équilibre. Donc dans mes créations, donc il y a ça, puis il y a un aspect aussi, c'est l'action de la mémoire. La mémoire, alors, que dis-tu de la mémoire? La question de la mémoire, parce que c'est c'est la mémoire qui permet aux gens d'avancer, c'est parce qu'on a une mémoire qui permet d'avancer. Et ça permet d'une part de prendre appui pour pouvoir construire l'avenir, et en même temps éviter peut-être des erreurs de passer. C'est la question que je me pose pour la question sur l'origine des hommes. Puisque bon, plus on avance, plus on découvre des choses concernant l'origine des hommes. Et donc, si l'idée que bon, nous venons tous de la même origine, quelque part, on ne devait pas avoir de différence et le développement de tout ce qui est xénophobie, racisme, etc. Donc, ça n'a pas lieu d'être. Mhm. Et la question de la mémoire, ça veut dire que si on sait d'où on vient, ça permet de savoir que finalement on n'est pas différent, et on est tous pareil sur la planète, que on doit pouvoir vivre ensemble sans problème. Donc la mémoire permet de se souvenir d'où on vient et éviter de penser que l'autre est un étranger alors que on est tous parents. Et si on suit l'évolution, on va dire l'immigration sur la planète, ça c'est la mémoire. La technologie permet de retrouver cette mémoire-là. L'homme qui part de l'Afrique, qui va en Europe, etc., quelque part, celui qui est en Europe a oublié qu'au départ il est parti de là et que quand il revient sur les pays africains, il revient en colonisateur alors qu'il vient de là. C'est-à-dire que c'est le parent qui part, il revient, finalement il ne reconnaît plus sa maison et que finalement... Voilà, bon, c'est des questions que je me pose sur ça. Voilà. Pensez-vous qu'il existe un art américain
Et qu'est-ce qui pourrait le définir? Est-ce que c'est un art américain? Bon, je pense que oui, hein. Donc, j'ai pas les moyens de le définir, mais je pense que chaque peuple ou chaque, on va dire, population qui sont amenés à créer, donc ils vont créer par rapport à un environnement, puisque bon, c'est l'environnement qui les pétrit, hein, on va dire, et comme on va dire, les sous-inspiration, les médiums qu'on va utiliser vont décrire l'environnement. Donc, et comme l'américanisme soit différent dans l'Europe, immanquablement, en delà, on va dire, des influences qui peuvent se trouver entre l'Europe et l'Amérique, il y a un art, on va dire, singulier qui se développe. Bon, maintenant, je n'ai pas les outils nécessaires pour pouvoir les décrire, mais simplement par cet aspect-là, je pense qu'il y a un art américain, comme il peut y avoir un art européen ou un art caribéen. Bon, maintenant, bon, les gens je le définissent comme, on va dire, international, etc., où vont chercher, on va dire, un point un peu partout où créer, mais bon, je pense que fondamentalement, les gens qui créent dans l'espace, on va dire, l'espace n'est pas vierge et l'espace a toujours influencé, on va dire, la création, puisqu'on crée à partir d'un lieu. Et celui-là, immanquablement, va influencer sur ce qu'on va, sur les concepts qu'on va développer, les idées qu'on va développer, les idées qu'on va défendre. Et ça va donner quelque chose qui va dire que c'est clairement différent. Bon, maintenant, les analyser, je suppose qu'on ait des éléments sur la sociologie du lieu, sur l'espace, etc., pour pouvoir comprendre ces différences-là, mais de par le processus de création, les choses ne peuvent pas être pareilles partout. Ouais. D'accord. Donc, toi, est-ce que tu as des pistes de... Quand je parle d'un art américain, je parle de l'ensemble du continent, hein, pas forcément états-unien. Et est-ce que toi, comme ça, de but en blanc, est-ce que tu as des pistes qui pourraient dire que ça semble être plutôt comme ça en Amérique et... Enfin bon, voilà. As-tu des pistes? Bon, en fait, d'éléments spécifiques. Oui, bon, il y a le... Bon, si on parle, on peut plutôt penser à la partie caribéenne, hein, donc, il y a une histoire particulière. Moi, je prends par exemple la question du travail du métal. Le métal, la manière dont il a été travaillé, on va dire en Europe, où il est travaillé dans les pays, on va dire, dans la Caraïbe. On va être... il y avait un critique d'art cubain qui parlait de ça très bien, qui faisait la différence dans la manière dont le métal était traité. Donc on va dire dans l'Europe, on est quelque chose qui est beaucoup plus brillant, beaucoup plus clinquant, etc. Et alors que dans les pays caribéens, le métal va être utilisé sous sa manière un peu patinée, corrodée, etc. Donc ça montre deux approches du traitement du matériau qui est souvent lié à l'histoire, parce que comme ces matériaux-là, le fait d'aller dans le passé chercher ces matériaux-là, qui ont été corrodés, etc., qui a une trace de l'histoire, une trace du passé. Donc la mémoire va se traduire à travers la manière dont le traitement du matériau. Ce qu'on retrouve un peu dans mes sculptures, la série Entrave, hein, où on est de quelque chose qui est corrodé, où je peux utiliser du matériau, du métal qui a été abîmé par le temps, etc., où on a une trace du temps. Sur là, on va utiliser du matériau brillant pour aller du modernisme, de quelque chose qui va aller vers du high-tech, Les bois flottés aussi. Ouais. En fait, ce que tu dis, c'est que à côté du métal corrodé, patiné, etc.,
il y aurait une récupération. L'idée de la récupération L'idée de la récupération est plus présente. L'idée du temps, l'idée du passage du temps sur le matériau va être plus présent. On va chercher des choses qu'on a vécues, qui ont une trace du temps. Ce qui a été... bon, enfin, je ne vais pas revenir sur l'histoire de l'art en Europe, mais en allant vers... Bon, tous les artistes sont inspirés soit des pays africains ou des pays caribéens, ramenés dans l'art européen. Enfin, ça a amené dans l'européen tous ces approches, on va dire, où la question de la mémoire du matériau était présente. Par exemple, Picasso, dans la manière d'utiliser des masses africains, etc. Donc, bon, là, je disais pour d'autres raisons. Parce qu'il avait un regard plus esthétique sur la chose. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que donc Picasso et les Européens donc, feraient des emprunts culturels, hein, tandis que nous, on serait plus dans la récupération de matière. Alors, récupération de matière et aussi il y a de matière de par l'aspect esthétique, mais aussi de la signification de la matière. Donc, il y a plutôt un rapport au lieu et un rapport aussi à l'histoire. donc, la question du temps, la question du temps, le matériau qu'il a vécu est beaucoup plus présent. Et même si le matériau, on va à la manière dont on traiter les couleurs, les matières, on va essayer de retrouver cette esthétique. Ok. Transmis de la mémoire. Okay. Donc ça pourrait être une piste de spécificité, oui, assez intéressante. Donc à mettre en comment dire ça, en lumière et à fouiller. On a parlé de syncrétisme, parce que là, il s'agit... On n'est pas dans la mémoire, on est dans la rencontre, hein, dans la rencontre de culture. Hein. Ouais. Et peux-tu dire quelque chose sur cette notion de syncrétisme? Bon, il y a là, bon, dans la culture aussi liée aussi à la religion, c'est aussi... sa culture aussi traversée par plusieurs religions. Et suivant la religion portée en avant par cette culture-là, il va l'imposer ou bien il va l'amener à l'autre. Et dans la rencontre de ces cultures-là, il y a d'autres choses qui apparaissent. Donc, au niveau de la Caraïbe, la Santeria, donc le vaudou, donc et notamment ça donne de nouveaux comportements sociaux, une manière aussi d'aborder le monde aussi. Mais toi, est-ce que tu es porteur de ces idées en tant qu'artiste ou humainement simplement Oui. Comment vois-tu ces choses Oui. Ouais, non, enfin, bon, la question de la... Enfin, bon, l'homme a toujours voyagé, a toujours se déplacer. Toutes les choses qui ont été créées ont toujours été... je ne dirais pas qu'il y a un art original, c'est-à-dire que les choses qui sont créées sont toujours liées souvent à des rencontres. Dans mon parcours histoire de l'art, on essaie de trouver les influences de telle ou telle contrée, etc. Par rapport aux rencontres, par rapport aux échanges, au commerce. Tous ces éléments ont permis que les gens ont échangé.
Secrètement, ça permet de... Donc, je ne dirais pas que pour moi, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise chose. C'est la loi, on va dire, de l'échange de rencontres. Donc, est-ce qu'au niveau... Voilà, bon, enfin, ça qui m'intéresse au niveau de ma création, c'est parfois en filigrane, je laisse apparaître la question de la rencontre, on va dire, entre, je dirais, de la religion, on va dire, chrétienne avec l'esclavage. Donc, ce qui fait en filigrane, c'est d'apparaître certains éléments. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est causé. La question de la croix qui représente la religion catholique, etc. La symétrie, donc, ce qu'on se retrouve au niveau des églises, etc. Je me suis beaucoup intéressé à l'architecture, donc l'architecture au niveau de la construction, des cathédrales. C'est dans l'histoire de l'architecture, donc l'apparition de la lumière jusqu'aux grands vitraux, on va dire, des grandes cathédrales. Tout ça est lié à l'évolution technologique de l'architecture. Cette capacité à pouvoir, avec un minimum de moyens, envoyer les forces, enfin, le poids du bâtiment sur les piliers. Et en arrivant progressivement à réduire la taille des piliers, on a permis d'avoir des ouvertures plus ou moins importantes. Et du coup, amener plus de lumière dans les édifices, hein, et en même temps développer d'autres aspects de l'architecture, d'autres techniques, etc. Donc les vitraux ont profité de ce développement technologique. Donc, et en même temps, bon, ça avait une efficace, la lumière, ça avait une efficace aussi sur les fidèles, hein, sur les gens qui fréquentaient ces lieux-là. Yeah. Donc voilà, si on revient sur la question de la technologie et de l'art, les évolutions technologiques permettent d'apporter un certain nombre de solutions et permettent d'avoir de nouvelles manières d'aborder les réalisations des édifices, la structure, etc. Donc, ce qui se passe dans l'architecture, je pense que c'est quelque chose qui s'est produit aussi au niveau de l'art. Mm-hmm. Voilà. Je m'intéresse beaucoup à l'envers du décor. Donc, qu'est-ce qui fait que ça permet de... Parce qu'il y a des gens qui continuent à concevoir avec des techniques ancestrales, donc la question de la peinture. Maintenant, il y a des pigments, on va dire, beaucoup plus évolués que ceux qu'utilisaient à l'époque les artistes, hein, en termes de tenue, etc. Parce que c'est meilleur par exemple, bon, ça je ne sais rien. Mais l'évolution des technologies, bon, la passion de la photographie aussi a créé, a changé la donne au niveau de la façon de l'image et de la présentation. Donc la technique, hein, a toujours été à côté, on va dire, de l'art. A toujours influencé, on va dire, les progrès artistiques. Soit au niveau des cours de pensée ou au niveau de la manière d'aborder l'égalisation. Mm-hmm. Et moi j'aime bien ce que tu dis quand tu parles des cathédrales, etc. Enfin, l'évolution, la maîtrise architecturale ouvre des espaces et donc la lumière entre davantage. Mais quel rapport fais-tu en fait avec les technologies actuelles? Qu'est-ce que ça laisse rentrer davantage selon toi? Donc les technologies actuelles, donc c'est bon, pour par exemple mon cas, par exemple quand j'ai commencé à travailler sur la question des robots, donc
Bon, l'artiste étant quelqu'un, on va dire, qui est autonome, qui met des certain nombre de techniques et arrive à développer sa création de manière autonome. En dehors des grandes sculptures, telles que les sculptures en bronze, on sait qu'on fait appel à l'atelier de fonderie, etc. Ce manque de ressources, on va dire, technologiques, à limiter. C'est-à-dire que j'ai dû laisser tomber ce processus de création pendant un temps, parce que je n'ai pas la maîtrise des technologies, etc. Et l'avènement, par exemple, d'Arduino, qui est une nouvelle manière d'aborder la programmation qui a été créée pour que des gens non initiés, on va dire, à la programmation puissent s'en approprier, ouvre de nouvelles portes pour l'appropriation des technologies pour les créateurs. Donc, on va dire, plus on va dire la technologie, la science amène des solutions aux artistes, d'une part, ça permet de trouver de nouvelles branches en termes de réflexion sur la technologie, mais en même temps, ça permet une appropriation des techniques, on va dire, actuelles, pour pouvoir créer, pour pouvoir créer. Ok. Donc c'est de nouvelles pistes en fait. De nouvelles pistes de réflexion, et de nouvelles manières d'aborder la création. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que quand on n'a pas forcément des technologies adéquates, etc., d'autres technologies peuvent nous permettre de sortir de l'impasse, ou en tout cas de cette barrière, et d'aller ailleurs encore, quoi. Okay. Connaissez-vous des artistes qui ont une démarche similaire à la vôtre en Caraïbes ou en Amérique? Bon, j'ai pas de nom, à part Henri Telio. Donc il y a David Gemmels qui a travaillé sur les nouvelles technologies, plutôt dans le domaine de la vidéo et de l'image. Henri Telio pour la question du vivant, sur ses chorégraphies dans l'espace aérien de robots. Dans la Caraïbe, je ne connais pas d'autres personnes qui se... Bon, peut-être il y en a encore, mais bon, j'ai pas eu le temps de fouiller, de chercher. Et en Amérique en Amérique globalement? Ouais, en Amérique, celui qui travaille sur les robots, c'est américain ou bien français? Gilberto Sparza, qui fait les petits robots. Enfin, il y a des robots qui existaient, et puis questionnait la question de la chasse, je crois. Il y a quelqu'un qui avait de la chasse sur les trophées. Ah non, je pense que c'était en France. En France? Ouais, c'était en France. Sinon, en Amérique, c'est celui qui travaille sur de robots araignées, je crois. Là. C'est Ken Rinaldo. Ouais, je crois, ouais. C'est Ken Rinaldo. Ouais. C'est lui, puis il y en a un autre qui a fait ça. Mais qui utilisait les caméras, il utilisait qu'est-ce qu'il fait la section au niveau de l'homme, la section de l'homme, c'est la femme. C'est la femme qui a choisi. C'est l'homme, oui. Elle a choisi son géniteur. En dehors de tout ce qu'on a, il a choisi son géniteur. Il obéit à des lois de la nature. C'est ça. Mais bon, il va toucher un homme fort, machin, etc. Bon, ça c'est. Et c'est ce qui fait. Et toute l'évolution humaine est liée à ça. C'est-à-dire que ce qu'on est maintenant, lui, à cette sélection de choix, comme la nature, de choix, de celui qui va être le plus amené à ce que la progéniture soit le plus adapté à. Qui va le protéger, qui va mettre. Qui la mettra aussi peut-être en sécurité, etc. Mais bon, il y a des choses qui changent, parce que les rapports maintenant humains, je ne vais pas dire que toutes les femmes deviennent homosexuelles, que tous les hommes deviennent, mais il y a des choses qui... Oui, ça, maintenant qui étaient dans de la morale, etc., donc dans des choses qui peuvent être changées, en fait, c'est ce que je veux dire. Toi, tu parles de déterminisme, et ça, c'est des choses qui sont intrinsèques, qui sont de l'ordre de l'inconscient, et ce que tu décris, une femme va choisir plutôt un homme costaud, machin,
Mais tu as aussi les choses de la culture maintenant. J'ai vu, ouais. Et la culture change. C'est ça qui est terrible. C'était sur le point de la c'est l'idée là, c'est de comprendre quand les gens sont en communication, qu'est-ce qui se passe, on va pas optimiser la communication. Yes. Il nous a expliqué ça, par exemple, le conseil de l'accompagnement réunion, etc. Donc, les différentes phases, etc. Et je pense que c'est intéressant qu'il doit conduire ça. Mais il était où en fait? Non, c'est l'ADA qui avait fait ça, c'était l'ADA qui avait fait cette Ah formation. oui, c'est la fameuse formation, d'accord. D'accord, il avait fait là-dessus. Il y avait la partie sur la communication à Internet, il y avait la communication en général, quand tu dois aller défendre un dossier, etc. Donc on a vu tout ça, par exemple, sur le vite écoute, etc. Donc comment optimiser ta communication pour présenter un dossier, pour présenter un machin, etc. Qu'est-ce que l'on attend et qu'est-ce que toi tu dois savoir de ce qu'il attend pour que tu puisses répondre. Ok. Mais ils ont un certain nombre de références, projet contre références, je vais te l'envoyer. Ouais, pourquoi pas. Parce que même si j'ai pas le temps de tout lire, mais non, parce que ça peut être utile, c'est la communication. Le matin, tu vas dans un échange et puis peut-être tu vas enclencher. Et si tu as analysé la situation, tu peux équilibrer la situation parce que tu sais. Que tu veux, c'est que ouais. Ok, non, très intéressant. Ça marche. Je veux pas rester trop longtemps. Oui, pas de problème. Moi, je vais appeler j'ai pas longtemps, je vais appeler les garagistes pour savoir si quand je parle de la voiture. Celui-là, c'est bon. Il roule, hein? Oui. Je ne veux pas qu'il est sous la route sur moi parce que je sens qu'elle a bien. Et c'est à qui cette voiture-là? C'est là-haut? Non, ça c'est celle que j'avais passée à Islande. Ok. Comme elle a changé de voiture. Donc, Elle t'a remis? Enfin, je l'ai acheté dans sa main puisque elle a besoin pour reprendre la voiture. D'accord. Puis je change. Bon, il roule, hein, machin. Donc il y avait un truc à refaire pendant technique. Le rageur avait dû m'appeler les pièces. J'ai trouvé les pièces qui manquaient. Donc il met l'échappement à monter et puis le mettre. Il a démarré. Hein. Ok. Et puis bon, je monte la voiture.